Parce que quand on respecte les limites de vitesse et respecter le code de la route, donc vraiment, nous allons pouvoir vraiment faire face aux facteurs les limites de vitesse et respecter le code de la route. Donc vraiment, nous allons pouvoir vraiment faire face aux facteurs de risque. Parce que vous savez, on est en période hivernale aussi. Donc la chaussée est souvent glissante. Et vraiment, je demande aussi aux conducteurs, surtout avant de prendre la route, de faire ce qu'on appelle une vérification visuelle de leur véhicule en regardant les pneus. Donc c'est extrêmement important, les rétroviseurs intérieurs, extérieurs, les amortisseurs, les freins et les pare-brises aussi, parce qu'on est en période hivernale, pour que le pare-brise soit beaucoup plus dégagé. Et ça peut beaucoup aider par rapport aux facteurs de risque. Au lendemain de ce drame, l'Agence nationale de sécurité routière qui entame une vaste campagne de contrôle des véhicules en direction de Touba à l'entrée de Diourbel, des équipes mixtes à Nazer, police et gendarmerie passent au peigne fin l'état des véhicules. Reportage Babacar Diouf. C'est comme s'ils avaient déplacé le centre de contrôle technique à l'entrée de la ville de Diourbel. Tous les véhicules sont soumis au contrôle de la gendarmerie, aidés par les agents de la Nazer. Capitaine de police Mansour Faye, détaché à l'Agence nationale de la sécurité routière. On regarde l'état du véhicule, puisque l'état extérieur du véhicule compte. Puisque c'est là-bas que vous pouvez voir les constatations, puisque c'est un officier de police judiciaire qui constate. Il peut voir les pneus usés, il peut voir leur pare-brise cassé. Pièces administratives, essuie-glaces défaillantes, rien n'échappe à la vigilance des agents contrôleurs. Mais durant ces contrôles, il faut noter que chaque fois qu'on interpelle un véhicule, qu'on lui demande d'entrer dans le dispositif, on suppose que le véhicule est contrôlé. Et dedans, on lui demande les documents à bord. Il y a ce qu'on appelle un équipement de bord qu'on demande. Ils ont un seul objectif, réduire le nombre d'accidents en cette période de Magal. La recrudescence des accidents est nombreuse, la route continue à tuer les gens. Les usagers de la route, les conducteurs ne respectent plus les prescriptions du code de la route. Au niveau de l'ANASER, on a élaboré un plan annuel et chaque mois, on fait un programme pour aller dans une région. Ce contrôle mixte police-gendarmerie à Nazer s'effectue sur toutes les routes qui mènent à Touba, Bombay. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf, ce double meurtre survenu à Thiès avec un présumé agresseur brûlé vif. On en reparle ce matin, des personnes brûlées vives. Le Sénégal commence à connaître ce phénomène. Souvenez-vous, il y a quelques mois, un présumé homosexuel avait été brûlé vif à Kaolack. Hier, c'est au tour d'un présumé agresseur qui a subi le même sort. Psychologues et sociologues tentent d'apporter des éclairages dans ce dossier concocté par Seydou Nourouba. Un présumé homosexuel brûlé vif à Kaolack il y a de cela quelques mois. Hier à Thiès, tout le matin, c'est un présumé agresseur qui a subi le même sort dans des conditions atroces. Une justice populaire marquée par un acte d'une pure barbarie. Comment faut-il le comprendre? Khalifa Diagne est psychologue conseiller. L'être humain a naturellement des réflexes de survie et d'autodéfense. Et lorsqu'il pense être en situation de menace pour sa vie, il peut être poussé à des réactions extrêmes, guidé par ses émotions négatives, notamment la peur et la colère. Cette tendance s'aggrave lorsqu'il y a une foule, parce que dans une foule, tout le monde est responsable et personne n'est responsable. Par conséquent, en situation d'un danger, que se représente cette foule ou en guise de riposte à un danger, le recours au feu symbolise le soulagement de la colère. Ibrahim Mbeng est sociologue. Selon lui, si le phénomène commence à s'installer dans ce pays, c'est que les populations pensent ne pas pouvoir s'identifier aux normes sociales de la justice populaire. Le fait de se rendre justice soi-même s'explique sociologiquement par ce sentiment, cette impression d'une justice inappropriée. Souvent, les populations manquent de confiance, les structures, les institutions qui sont chargées de rendre la justice. Souvent, les populations ont ce sentiment très très fort, très très ancré qu'il y a des injustices, qu'il y a un manque de justice dans tous les cas, ou des personnes qui peuvent intervenir dans cette justice qui doit être rendue. Souvent, quand ce phénomène atteint un certain niveau, les populations ont tendance à se faire justice. Donc ce qu'on appelle la justice populaire. Déverser sa colère par des actes souvent barbares
la justice populaire. Mais attention, selon nos intervenants, cette attitude peut avoir des conséquences bien déplorables. RFM, la radio de toute l'actualité. À 12h, bientôt 8 minutes, cette alerte de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Une houle dangereuse attendue à Dakar sur la Petite Côte et à Casamance. Elle est attendue à partir de 18h ce vendredi et se poursuivra jusqu'à demain samedi à 23h. Des agriculteurs de Nioro en colère. La raison, la mauvaise distribution des semences et des intrants aggravés par des attaques d'insectes. Ces agriculteurs exigent des éclaircissements de la part du ministre de l'Agriculture et sur les 120 milliards destinés au secteur. Fatoumbaou. La distribution des semences et des intrants continue de susciter des inquiétudes parmi certains acteurs agricoles à Nioro. Mamadou Lamine Mbow attire l'attention des autorités sur ce qu'il qualifie de mauvais système. Ici, on dit qu'un fonctionnaire n'a pas le droit de recevoir les intrants. Le problème reste entier. Et alors, dans ce monde rural, la quasi-totalité des fonctionnaires sont des enseignants. Parce que nous voulons avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Nous voulons avoir la souveraineté alimentaire. Et pour cela, il faut que les gens produisent. En plus des difficultés liées aux semences, les attaques d'insectes perturbent gravement l'activité des agriculteurs de Dabali, comme l'alerte Bassirouba, président de Arsounou Momel. Des insectes ont attaqué des champs de maïs à Dabali, une situation qui impacte vraiment les agriculteurs, d'où l'interpellation des autorités. Face à une campagne agricole jugée chaotique, le dit mouvement exige des explications du ministre de l'Agriculture sur l'accompagnement financier dans le secteur et interpelle l'opinion publique. Nous voulons que le ministre Mabouba Diagne nous apporte des explications sur les intrants ainsi que les 120 milliards des agriculteurs parce qu'ils ont déjà épongé la dette des opérateurs estimée à 43 milliards de francs CFA, raison pour laquelle nous interpellons l'opinion publique sur la situation. 41 ou 43 milliards. Un manque d'eau est également constaté lors de cette saison des pluies 2024. Le secteur agricole nécessite cependant un dialogue inclusif avec tous les acteurs concernés afin d'atténuer les souffrances des agriculteurs. Une tournée nationale est prévue à cet effet, affirme-t-il. Fatoumbaou Kaolack, Radio Futur Média. Fatoumbaou, ils sont une cinquantaine de Sénégalais arrêtés en Mauritanie à la suite des émeutes ayant suivi l'élection présidentielle. Eh bien, ils seront libérés aujourd'hui et seront conduits à la frontière. Affirmation du petit-fils de Serigne Touba, Serigne Hamidoun Mbacké, qui suit le dossier de près. Ses compatriotes, pour rappel, ont passé 45 jours en détention. On l'écoute avec notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Je rends grâce à Dieu. Nos compatriotes détenus en Mauritanie seront libérés ce vendredi. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont œuvré pour cette libération, notamment le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le gouvernement sénégalais, le commissaire Habib de la police mauritanienne, ainsi que Mme Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères, M. Khadim Bamba Fall et Sorno Momi Mbacké. Un grand merci aussi à l'ambassadeur du Sénégal. Ces compatriotes seront reconduits à la frontière et nous demandons aux autorités sénégalaises, à commencer par le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, de les accueillir et de leur offrir le soutien nécessaire. Ils ont été emprisonnés longtemps et libérés sans inculpation. Et ils ont perdu leur travail. Ils ont donc besoin de soutien, notamment pour rejoindre leur famille. Merci à Mohamed Diop qui a recueilli et traduit ces propos. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise qui interpelle les autorités sur les retards de salaire et la suppression des salaires pour les contractuels. Il demande des solutions le plus rapidement possible. Écoutons à ce sujet Oumar Dramé, le coordinateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. Les agents de la direction de l'emploi sont restés 4 mois sans salaire et cela impacte à la fois sur le plan professionnel et personnel. Et ces dernières ont énormément de difficultés pour s'acquitter de leur engagement, mais aussi de faire en sorte pour que les tâches quotidiennes qui leur ont été dévolues
puissent être exécutés correctement. C'est la même situation que nous constatons chez les prestataires du ministère des Sports qui sont restés 4 mois aussi sans salaire. Puis encore, 44 travailleurs du ministère des Mines ont été notifiés de la suppression de leur contrat. Idem pour des contractuels au niveau du ministère de la Culture. Le collectif interpelle l'État pour solutionner et régler définitivement le retard de salaire donc des contractuels concernés, mais aussi de faire en sorte pour régulariser et préserver tous les emplois. Au demeurant, nous demandons à l'État du Sénégal de régler définitivement la lancinante question des contractuels et la solution que le collectif a posée sur la table du gouvernement, c'est de les recruter au niveau de la fonction publique et ces genres de situation ne se produira jamais car véritablement ils sont dans des difficultés énormes et une précarité totale que seul l'État du Sénégal peut apporter des solutions définitives. RFM, l'actualité politique. Koumba Sandiane Faye, bonjour. Bonjour Famajon. Alors vous êtes à l'Assemblée nationale où les députés se penchent sur l'examen de la proposition de loi portant modification du règlement intérieur. Effectivement, Fama, la séance ouverte aux alentours de 11h, donc cette proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique 2002-20 du 15 mai 2002 donc a été proposée par les 3 présidents des groupes parlementaires, à savoir Abdoumbo, Aïp Salim Dafé et Mamadou Lamine Cham. Donc ils ont proposé ça et ils ont fait savoir que la procédure d'élaboration de ce texte qui est largement inspiré par une volonté d'harmonisation, d'adaptation et de mise à jour, ainsi que d'actualisation de certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans l'optique de rendre les travaux parlementaires plus efficaces. Il y a eu aussi prise de parole de certains qui étaient présents lors des séances antécédentes, qui sont membres de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains qui s'est réunie le mercredi 14 août sous la présidence de Moussa Diakhaté. Donc certains ont dit que dans la rédaction du rapport, il y a eu non-respect de ce qui a été dit et ce qui est refuté par le rapporteur Abdoulaye Ndiaye. Donc au FAMA, juste dire qu'actuellement les députés sont en train de poursuivre les travaux, tout ceci pour en arriver à réinsérer les dispositions manquantes après la suppression ainsi que la restauration du poste de Premier ministre. Merci beaucoup, comme Sandiane Faye. Justement, des parlementaires ont apporté des observations de forme sur le rapport présenté aujourd'hui. On écoute quelques députés. J'avais déposé avec ma collègue Nazi Diallo et mon collègue Abou Mbaketam. Mais lorsque nous avons appliqué les 3 groupes parlementaires dans un mélange unitaire et consensuel, ce qui n'a jamais eu le cas à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, nous avons dit que amoto nit, amo ko indi, amo parti, amo liste. Nga ne naa jéem a xool ñi nga xamante ni jàpp naa ne am nañ ay nit ñu indiwaat ñooñu ñoo war a am fayda. Respecté wu li nga xamante ni moom la ñu waxoon ci nga xam mooy commission bi benn. Voilà quelques réactions de députés. Les constitutionnalistes Mounir aussi qui corrige Moustapha Diakhaté, l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui a déclaré hier sur notre antenne dans l'émission Yoon Wi que l'Assemblée nationale violerait la loi si la modification du règlement intérieur n'est pas accompagnée d'une loi organique pour changer l'article 55 de la Constitution. Le constitutionnaliste précise que la Constitution a déjà été modifiée en 2021 pour la restauration du poste de Premier ministre. Le professeur Mounir aussi, interrogé par Haj Ndiogou Diène. Lors du retour du poste de Premier ministre, qui a été annoncé d'ailleurs par le président de la République lors du Conseil des ministres du 24 novembre 2021, cette annonce a été actée par l'Assemblée nationale le vendredi 10 décembre 2021 par une révision de la Constitution, de tout ce qui portait sur le Premier ministre dans la Constitution. Et ceci a été adopté par une forte majorité de 92 voix pour, 2 étaient contre
et 8 en abstention. C'est ça l'histoire. Donc, prétendre qu'il faut réviser la Constitution, ça a été déjà fait. La révision constitutionnelle a été déjà faite et on a restauré tous les éléments relatifs au Premier ministre qui ont été enlevés en 2019. Maintenant, est-ce urgent et nécessaire d'annoncer une loi organique quant aux modalités de déroulement de la déclaration de politique générale? Le règlement intérieur va s'en charger. Il va de soi. Parce que le règlement intérieur, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, est une loi organique. D'ailleurs, on ne parle même pas de loi relative au règlement intérieur, on parle de loi organique portant un règlement intérieur. Or, une loi organique n'est rien d'autre qu'une loi d'application à la Constitution. Donc, si le règlement intérieur prévoit les modalités, il n'y a pas besoin de les annoncer parce que le règlement intérieur est annoncé dans la Constitution. Et parfois, il y a ce qu'on appelle des renvois bateaux dans la Constitution. On dit que l'ensemble de ces dispositions seront, je dirais, appliquées seront définies, les modalités seront définies, fixées par une loi organique. C'est ce qu'on appelle un renvoi bateau. On n'a pas besoin d'aller à l'article 55 pour repréciser ça parce qu'il va de soi. Nous reparlons maintenant du dernier Conseil supérieur de la magistrature, le chamboulement et l'affectation des juges à Tambacounda. L'ancien doyen des juges Omar Maham Diallo, le juge Mamadou Seck peuvent-ils invoquer le principe d'inamovibilité consacré par l'article 90 de la Constitution du Sénégal, donc pour ne pas prendre service? C'est un dossier réalisé par Mohamed Ali Mouba. Au nombre des garanties de l'indépendance des juges du siège figure l'inamovibilité. Ce principe pose que les juges ne peuvent être déplacés sans leur consentement. Objectif, supprimer toute possibilité d'exercer une pression quelconque sur le magistrat par le biais de ce déplacement. En clair donc, les juges Maham Diallo, Mamadou Seck peuvent bien attaquer le décret de Diomaye Faye devant la Cour suprême. Selon les principes consacrés par l'Assemblée générale des Nations unies, les juges, qu'ils soient nommés ou élus, sont inamovibles tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat. Au Sénégal, ce principe de l'inamovibilité est consacré par l'article 90 de la Constitution du Sénégal, au terme duquel le magistrat du siège est inamovible. Principe repris aussi par le statut des magistrats à son article 6. Mais problème, en regardant le dispositif qui encadre la loi, l'on se rend compte que ce principe est vidé de sa substance par le recours à deux notions que sont la nécessité de service et l'intérim. Sur la nécessité des services, le statut des magistrats pose la règle de l'inamovibilité, mais précise en même temps qu'en cas de nécessité des services, le principe saute. En l'absence d'encadrement, le président ou le ministre de la Justice use et abuse de cette nécessité des services pour affecter les magistrats indélicats. Ici donc, si les juges attaquent le décret du président Diomaye devant la Cour suprême, eh bien, l'exécutif a l'obligation d'expliquer en quoi l'affectation de ces hauts magistrats constitue une nécessité de service. Pour le moment, les concernés n'ont pas encore réagi. On ne sait pas s'ils sont dans les dispositions d'attaquer le décret devant le juge suprême. Mohamed Ali Mouba noté cette conférence de presse du collectif des victimes du régime de Macky Sall. Elle est prévue cet après-midi. Au même moment, un autre collectif, Nyolank, à travers le Front pour le retrait des bases militaires françaises, fera face également à la presse. Ce sera à Liberté 6. RFM. L'actualité internationale. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Fama John, bonjour à tous. En République démocratique du Congo, au moins 15 civils ont été tués lors d'attaques rebelles à Mambasa. Ces attaques des forces démocratiques et alliées ADF ont visé simultanément plusieurs villages de Babila Bambobi dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 août. La majorité des habitants ont été tués à coups de machette, rapporte RFI ce matin. Les assaillants ont ensuite pris en otage des villageois pour les emmener vers une destination inconnue pour le moment. Déjà en juillet 2024, les ADF avaient massacré une centaine d'habitants de Beni, et ce malgré les opérations conjointes de l'armée congolaise et ougandaise. Toujours en RDC, les arrestations visant les sympathisants du M23 se poursuivent au nord Kivu. Selon plusieurs sources relayées par RFI, des arrestations ont eu lieu à Beni et à Butembo. Des leaders politiques locaux font partie des personnes interpellées. Ces arrestations surviennent dans un contexte sécuritaire
très tendu. Nafissa Toussila. Après la condamnation à mort de 26 personnes par un tribunal militaire la semaine dernière, l'attention se tourne vers l'est du pays. Parmi les personnes arrêtées, le leader du parti politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, à Butembo. Il est accusé d'avoir recruté des jeunes et organisé des réunions pour les inciter à rejoindre le M23. L'ancien adjoint au maire de Butembo a également été arrêté le même jour, ainsi que Fabrice Kakumuri, un activiste de la société civile locale. Selon le correspondant de RFI à Kinshasa, d'autres arrestations ont eu lieu à Beni, comme celle de Kambal Amani, décrit comme l'un des principaux recruteurs du M23 dans la région. Des sources sécuritaires le présentent comme étant le point focal du M23. Il aurait recruté et envoyé 2 personnes à suivre une formation de cadre politico-militaire du M23. L'une d'entre elles a d'ailleurs été arrêtée à son retour à Beni. Selon RFI, le M23, soutenu par Kigali, n'a pas renoncé à sa volonté de conquérir de nouveaux territoires. Leur zone d'influence est aujourd'hui plus vaste que jamais. En réponse, le gouvernement congolais a pris des mesures judiciaires pour sanctionner et dissuader ceux qui seraient tentés de rejoindre ce mouvement. Nafissatou Sila, en Ouganda maintenant, le bilan de l'effondrement d'une décharge à Kampala s'alourdit à 34 morts. De nombreuses maisons et habitants du quartier Kitezi avaient été engloutis sous une montagne de déchets à la suite de cet éboulement survenu samedi dernier suite à de fortes pluies. Le bilan s'est alourdi après la découverte hier jeudi de 4 nouveaux corps. 35 personnes sont toujours portées disparues. Les recherches se poursuivent malgré l'inondation d'une partie de la décharge, ce qui empêche l'utilisation d'excavatrices, rapporte l'AFP qui cite le porte-parole de la police de Kampala. En France maintenant, Emmanuel Macron va consulter les chefs des groupes parlementaires et des partis ce 23 août. La nomination d'un Premier ministre interviendra dans le prolongement de ces consultations, a indiqué ce matin l'Élysée dans un communiqué. Le nouveau Front populaire sera reçu en premier par le chef d'État français. Le Rassemblement national de Marine Le Pen est également convié à cette journée de consultation dont l'objectif est la formation d'une coalition capable de gouverner puisqu'aucune majorité claire n'est ressortie des élections législatives françaises des 30 juin et 7 juillet dernier. Merci beaucoup Anna Rocha. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Fama. Ligue des champions Coupe CAF, les représentants du Sénégal entrent en lice ce week-end. Le Jaraaf de Dakar, demain samedi, en déplacement à Abidjan, Côte d'Ivoire. L'équipe championne du Sénégal, le Teungueth FC, en déplacement en Côte d'Ivoire, va défier l'équipe du stade d'Abidjan pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. L'équipe du Jaraaf, quant à elle, va représenter le Sénégal au niveau de la Coupe CAF. Les Verts et Blancs de la Médina sont arrivés à Freetown, où ils vont affronter dimanche l'équipe de East End Lions. Ce sera à partir de 16h. Lance un SES pour sauver son stade. Son stade Mawade Wade, le seul stade fonctionnel dans la ville tricentenaire, est dans un piteux état, avec un gazon synthétique très délabré, un danger même pour les pratiquants du football. Selon Amara Traoré, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal et ancien président de la Ligue de Saint-Louis, les dirigeants du monde sportif, mais également les autorités de la ville de Saint-Louis doivent s'atteler à réhabiliter de fond en comble ce stade, puisqu'il porte le nom de Mawade Wade, un grand nom du football africain et mondial. Amara Traoré, que nous écoutons. Vraiment, c'est un stade qui ne répond pas aux normes du parrain, quoi. Qui connaît Mawade Wade, avec toute l'image qu'il a à travers le Sénégal, l'Afrique, voir son homonyme, entre guillemets, si vous parlez comme ça, dans cette image-là, c'est déplorable. Mais bon, je lance un SOS pour le gazon synthétique du stade Mawade Wade, parce que j'ai entendu dire que la mairie lance un appel d'offres. Mais si on suit le processus de cet appel d'offres-là, ça va être le scandale va arriver. Donc il y aura plus de blessures. Bientôt le championnat va ouvrir, va commencer. Et la Linguère risque de se déporter à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment pour Saint-Louis, ce sera gravissime. Saint-Louis ne reçoit pas un match de première division parce qu'on a pensé à ça. Ça va rentrer dans l'histoire. Quand on entend Mawade Wade qui dit que le football sénégalais est né à Saint-Louis,
grandir à Dakar et que maintenant, là où le football sénégalais est né, il n'y a pas de stade, alors que le stade du Sénégal est une de stade, ça vraiment une erreur. Moi, je dis que le stade de Mouadouad est en situation d'alerte. Donc, il faut vraiment faire quelque chose très vite. On a vu toutes les blessures qu'il y a eu l'année dernière, et la Linguère a eu presque 15 blessés, et au moins 5 ligaments croisés, plus des pubalgies. Donc, aujourd'hui, il est vraiment temps que tout le monde se lève pour rectifier et pour mettre un gazon synthétique au stade de Mouadouad. Le football en Europe, début du championnat en Angleterre à 19h. Manchester United joue contre Fulham. En Italie également, première journée du Calcio ce samedi. Genoa contre Inter, Fiorentina à Parme, Empoli reçoit Monza. L'AC Milan joue contre l'équipe de Torino. Nous parlons de badminton avec les championnats d'Afrique des U19 qui se déroulent à Thiès. Le Sénégal a remporté ses 2 premiers matchs ce matin. Adramé Ndiaye, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal de badminton que nous écoutons, il est interrogé par le président de la fédération, Antoine Djandi. Une satisfaction, hein. Donc vous savez que nous sommes vraiment des novices dans la compétition internationale. Nos jeunes sont des débutants, ils ont connu le badminton il y a de cela 2 années comme ça. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous de participer et donc de gagner, d'avoir cette victoire aujourd'hui, c'est vraiment une très belle satisfaction. Compte tenu de la préparation des jeunes, de leur engagement et leur entraînement à cause de l'école. Donc je pense que c'est un point assez positif. Contre le Bénin, nous avons gagné et contre le Burundi, donc 2 nations Bénin. Depuis 2012, 2010, il est au badminton, donc 12 ans, 15 ans d'existence. C'est vraiment une satisfaction pour nous. On termine avec le handi basket Fama avec la finale nationale du championnat prévue demain samedi à Marius Ndiaye. L'équipe de Thiès handi basket va défier Mbour handi basket Yorognan et le secrétaire général de la Fédération sénégalaise handi basket. Une finale inédite, une belle journée de fête pour le sport des personnes handicapées, particulièrement pour le basket sur fauteuil roulant. Une finale qui marque la fin du championnat national de basket en fauteuil roulant, doté de la coupe du chef de l'État. Cette journée va rencontrer les 2 équipes de Thiès, à savoir Thiès contre Mbour. Une première dans l'histoire des championnats nationaux de basket en fauteuil roulant. D'habitude, on voyait des équipes de Dakar se découdre en finale, mais cette année, on a un match, une rencontre 100% Thiès. Sur ce, nous appelons tout le monde, les autorités, le public, les amis, la presse, tout le monde pour une grande journée, une belle fête au profit du sport des personnes handicapées au Stade Marius Ndiaye le 18 août à partir de 16h. Demain donc, la fête est annoncée au Stade Marius Ndiaye. Nous y sommes tous invités, Fama. Merci Malal. La presse du jour, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Après la journée sans presse, va-t-on vers le dégel entre le régime en place et les journalistes? En tout cas, le gouvernement soutient être dans les dispositions d'examiner les doléances ou plus exactement la situation de la presse sénégalaise. En Conseil des ministres, le président demande au ministère de tutelle de veiller à l'application intégrale du code de la presse, mais également au bon fonctionnement des entreprises de presse dans un esprit permanent d'ouverture et de concertation. Le patronat, qui semble avoir pris au mot le président, se réunit de toutes les façons aujourd'hui même pour débriefer, mais déjà comme le note le journal Enquête quotidien, réaction et médiation tous azimuts, des figures éminentes de la société civile travaillent discrètement pour approcher les positions. Le professeur Babacar Gueye et Alioune Tine s'activent pour que les deux parties discutent et dépassent le problème. Le professeur Gueye a reçu une bonne partie des représentants des médias, dont des membres du CEDEPS et du SYNPICS. Les politiques ne sont pas restés sur la touche. Dans un communiqué reçu à la rédaction d'Enquête, le PIT considère les actes subis par la presse sénégalaise comme un recul démocratique de 20 ans. Pour le PIT, au-delà du symbole d'une démocratie attaquée dans le vif, il y a que les 2 principaux enjeux restent l'emploi et la précarisation des milliers de travailleurs dont la mission d'information des vigies est primordiale dans une société démocratique. Sud Quotidien parle de plateforme de dégel. Le ministre de la Communication Alioune Sall lance aujourd'hui même la plateforme de déclaration des médias du Sénégal destinée à encadrer et dynamiser le secteur. Sur ça, relève que Bass joue le père de la nation dans cette affaire. Pendant ce temps, que fait alors notre médiateur national? Le journal LAS relève que Demba Kandji est Alphone. Il est dans un silence lourd, silence détonnant, intrigant, relève la publication. Aucune initiative de sa part, malgré la tension entre les acteurs.
Le journal Enquête note que pourtant ailleurs, on fait beaucoup d'efforts pour aider la presse. Le journal explique comment l'État français gâte sa presse alors que la presse est en danger au Sénégal. Dans les pays de grande démocratie, elle bénéficie grandement des aides directes et indirectes. En France, 809 titres ont bénéficié d'aide à la presse en 2023. Pour la France, la presse permet une mise en perspective des événements, une confrontation des analyses et aboutit ainsi, selon toujours le journal, à la construction d'une véritable conscience culturelle et politique. S'agissant des aides directes, 204 millions d'euros, 134 milliards de francs CFA attribués à la presse française. Plusieurs dispositifs fiscaux aussi spécifiques sont mis en place pour appuyer le secteur. Le port autonome de Dakar, 700 jeunes envoyés dans la rue par le DG Waly Diouf Bodian. Les syndicalistes sont fous de rage, vague de colère là-bas, pointe le quotidien. Le Djoub fait place nette au Dengue-Dengal. Alerte-t-il? Le quotidien revient largement sur ce mouvement. Commentaire du confrère. Sucré-salé, le projet à l'épreuve du pouvoir. Finalement, le projet est toujours en rodage, même quand les autorités de l'État déclarent faire preuve de transparence. Eh bien, il y a des gens qui déclarent ne pas les prendre au sérieux. C'est le cas des employés du port de Dakar, mis brutalement à pied quand le directeur déclare qu'il veut les remplacer en suivant les procédures. Eh bien, des syndicalistes l'accusent de tous les maux. C'est le difficile apprentissage du pouvoir. On se gossait du Premier ministre qui ne pouvait voyager. Quand il le fait, on dit qu'il a pris l'avion présidentiel. Pour les gens qui se moquent de la vie des autres, eh bien, c'est dire donc. Dans le journal Bespi Le Jour, cette collision entre un camion et un mini-car, accident de la circulation à Diourbel, au moins 9 morts. Le journal relève que le drame a eu lieu hier vers 14h50 à hauteur du village de Khouroumbake. Un camion et un Karniaganyaï sont entrés en collision faisant au moins 9 morts et plusieurs blessés. Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzani de Touba Mbaki. À la une du journal Le Quotidien, les misères du président Macky Sall, dépouillé de sa sécurité et de ses privilèges. Le confrère note que l'ancien chef de l'État est privé actuellement des membres de sa sécurité et de ses collaborateurs. Bonne nuit à tous. Merci à Mohamed Aloumouba. 12h34, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. C'était Ifama Dion à la présentation, à la technique Abdoulaye Diop. Production Amadine Ndiaye, Abdou Thiam, Alunba et Fodé Keita. Retrouvez Haj Ndiogoudjen à 13h pour le journal en Wolof. Mais en attendant, je vous laisse en compagnie de Nafissatou Silla pour le premier numéro du journal consacré au Grand Magal de Touba. Nafissatou, bonjour. Bonjour Fama. Bienvenue à ce tout premier numéro du Grand Magal de Touba, édition 2024. Depuis plusieurs jours, le comité d'organisation du Grand Magal de Touba est à pied d'œuvre pour ce qui concerne ce grand événement. 90% des tâches ont été réalisées. Tout est fin prêt pour accueillir les millions de fidèles qui vont rallier Touba. Écoutons à ce propos Serigne Ousmane Mbaké, coordonnateur du comité d'organisation. Oui, les préparatifs, nous y sommes. Tout d'abord, nous sommes en train de voir comment rendre propre toutes les allées, comment accueillir les invités, comment les loger et où les loger, comment les nourrir. Et puis nous allons travailler avec les autorités compétentes pour voir comment travailler sur la sécurité pour que tout le monde soit à l'aise. Donc nous y sommes et le comité y est. Nous sommes déjà prêts pour pas mal de choses et pour le reste, je pense qu'on y arrivera. Et si on fait une évaluation, je peux même dire qu'on est à 90% de réalisation. Et nous travaillons à mettre tout cela en œuvre. C'est vous dire que nous avons le cœur net et nous avons espoir que tout va bien se passer.
Merci à Sidou Nourouba qui a assuré la traduction des propos du coordonnateur du comité d'organisation. Et à Touba, pour les besoins du Grand Magal, les populations se préparent afin d'accueillir à grande pompe leurs hôtes. Entre réfectionner, repeindre les murs des maisons et l'achat de nouveaux meubles, les familles rivalisent d'ardeur pour prendre soin des fidèles, mourites et invités qui vont effectuer le déplacement sur Touba, et ils ne lésinent pas sur les moyens pour ce grand jour en hommage à Serigne Touba Khadimou Rassoul. Reportage Pape Balagueye. À une semaine du Grand Magal de Touba, l'ambiance est déjà au rendez-vous dans la ville sainte de Touba. Au quartier Khaïra, chacun se prépare à accueillir ses hôtes comme de coutume. Soxna Saliou Mbaké, trouvée chez elle, revient du marché et elle prépare le repas de midi. Par rapport à l'événement, plus aucun souci à se faire. Nous avons acheté le café en premier lieu, chose qui ne doit pas manquer, surtout pour les fidèles mourides qui aiment le café. Les bagages nécessaires, du sucre, tout a été acheté, même si c'est cher. Nous le faisons avec grâce. C'est un honneur pour nous, talibés. Alhamdulillah. Devant certaines concessions, les coups de pelle et bruits de machines de forage montrent à suffisance l'engagement des fidèles décidés à célébrer ce grand jour pour la communauté mouride. Trouvé au seuil de sa maison à Latiam, malgré la conjoncture, dit avoir dépensé sans compter pour accueillir ses proches et parents qui vont séjourner dans la ville sainte de Touba. Nous avons pris le soin de repeindre la maison, refait le carrelage, les meubles à changer ou même à réfectionner. Vider d'ailleurs les fosses sceptiques. Alhamdulillah, tout est fin prêt. C'est vrai que la vie est chère, mais nous ne le sentons pas grâce à Serigne Touba Khadimou Rassoul. Vraiment, nous rendons hommage. Le Grand Magal de Touba prévu le 23 août prochain, chacun y met du sien pour rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Papa Balagueye, Touba, Radio Futur Média. Pape Balagueye, l'année dernière, le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal a dépanné plus de 1400 véhicules lors du Grand Magal. Pour l'édition 2024 de ce grand événement religieux, le REVAS met à la disposition des voyageurs plusieurs aires de dépannage entre Dakar et la ville sainte de Touba. Je vous propose d'écouter le président Cheikh Diankra pour plus de détails. Le dépannage, nous le faisons chaque année. On l'a fait depuis 2010. L'année dernière, on a pu dépanner 1400 véhicules. Cette année-là, on a une prévision de 2500 véhicules. Mais on fait aussi des préventions avant le Magal, des vérifications gratuites, comme d'habitude, avec dans l'autoroute à péage du 18 au 21. Aire de Dalifort, il y aura là-bas un site de dépannage, de vérification gratuite. Aire de Thiaroye, aire de Toglou et gare pour maraîcher. On a encore une compagnie pétrolière pour faire des vérifications gratuites et des dépannages dans des stations-service, encore à Kermassar, à côté du forêt, au stade parking stade Léopold Sédar Senghor et Ouest Foire. Là aussi, c'est du 19 au 21, soit 3 jours de prévention et de dépannage gratuit. Pour aller aussi à Touba, il y a aussi des sites de dépannage comme à Sébikotane, à Thiès, à Diourbel, à Bambey, à Diourbel, sortie péage Diourbel, Ndoulo, Ngabou, Djannatou et le quartier général qui se trouve à côté de l'aéroport. Il y a aussi dans les départements et dans les régions comme Bambey, comme Gossas, Fatick, Tanaf, Sédhiou, Kanel, Chilogne. Là aussi, on fait des dépannages gratuits. Il faut vérifier vos véhicules avant de partir. Et puis à Dakar, plus précisément à Massalikul Djinan, des dispositifs sont pris pour rallier Touba. Les daïras sont prêts. Top départ pour Touba dès ce week-end. Samba Diouf est le coordonnateur de la grande mosquée de Massalikul Djinan. Au niveau des préparatifs pour le déplacement sur Touba, au niveau des daïras de Dakar, ils sont fin prêts pour aller rallier Touba. Donc ça va à partir du week-end, bien sûr, ils vont aller. Donc ensuite, les daïras qui sont à l'intérieur de la région, donc que ça soit à Rufisque, que ça soit aux Parcelles Assainies, à Ouakam, un peu partout. Donc ils quittent bien sûr les domiciles de Keur Serigne Touba pour aller et ils sont fin prêts. Présentement à Mazalik, les cars vont partir d'ici. Donc à partir du week-end, beaucoup de fidèles, de pèlerins vont aller au Magal à partir de
Mazadik, donc par des cars ou bien par des taxis et tout ça. Donc tout est organisé par les daïras, surtout le daïra Khidma qui est là au niveau de la grande mosquée, appuyé bien sûr par les daïras des femmes que j'avais dit tantôt. Ils sont fin prêts pour aller à Touba. Ce qu'on souhaite est de revenir sur les recommandations bien sûr du calife et des autorités, c'est que c'est du côté des transporteurs vraiment de veiller bien sûr le bon entretien des véhicules et vraiment éviter ce genre d'accidents qui se signalent actuellement depuis quelque temps dans l'espace territorial. Samba Diaw, le coordonnateur de la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar que nous venons d'écouter et qui met fin à ce tout premier numéro du journal du Grand Magal de Touba. Merci de l'avoir suivi. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. Journal réalisé par Elhaj Ndiogou Diène. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la mise en onde. Merci à l'équipe de la production, Abdou Thiam, Amadi Ndiaye et Fodé et Keita. Tout de suite après la page publicitaire, le grand journal en Wolof.